Bien, bonsoir tout le monde. Voilà, merci de votre présence. Alors, donc, en préambule de ce soir, je fais une information, c'est-à-dire que après le dernier conseil municipal du 4 décembre, on a eu la démission de Mme Nadine Lagrange-Angèle. Donc, suite à cette démission, j'ai envoyé une proposition de tableau à la sous-préfecture, un nouveau tableau à la préfecture. Mais sans observation de la sous-préfecture après 2 mois, et acceptation du nouveau tableau du conseil municipal qui fait automatiquement monter la dernière personne qui était sur la liste majoritaire qui n'a pas été élue, c'était Paul Bertrand. Donc ça permet l'intégration de Paul Bertrand en tant que conseiller municipal. Voilà, officiellement, la première réunion de ce soir. Donc, on lui souhaite la bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir. Après, donc, en préambule, il y a l'approbation, observation du résumé du conseil du 4 décembre. S'il y a des observations à formuler au sujet de ce conseil municipal. Pas d'observation. D'accord, merci. Donc, la réunion ce soir a fait suite à la réunion de travail de l'ensemble du conseil municipal qui a eu lieu lundi dernier, lundi de la semaine d'avant, où ont été distribués à tous les membres du conseil tous les documents dont ils ont pris connaissance, toute la rectification qui a eu lieu après cette réunion de travail, puisqu'il y avait encore des choses à compléter. Donc, je fais un peu l'ordre du jour de ce soir, donc, les délibérations. L'ordre, c'est le vote du compte de gestion du percepteur, vote du compte administratif de la commune, fongibilité des crédits, j'expliquerai ce que c'est après, je lirai en partie les délibérations. L'autorisation, c'est vraiment une espèce d'écriture autorisation comptable. C'est pour dire que le conseil n'aura pas besoin de délibérer sur des impayés en dessous de 100 €, mais maintenant qu'on n'a plus l'assainissement, les impayés, on n'a plus de facture à faire. Un avis favorable au maintien des héritages scolaires tels qu'ils sont aujourd'hui. Un renouvellement d'un adhésion au contrat de groupe d'assurance du personnel territorial qu'on a après du centre de gestion de l'Ain. La signature du plan intercommunal d'attribution de logement, ça c'est à la demande de l'UGSUF, puisqu'ils ont pris cette compétence, attribution de logements sociaux, et délimitation des zones potentielles à accélération énergie renouvelable. Bonjour. Oui, c'est ouvert, c'est voilà. Donc je vais vous donner lecture de la première délibération. La première délibération, c'est alors, à chaque année sur les résultats de l'année précédente, on approuve le compte de gestion du percepteur et le compte administratif de la commune. C'est-à-dire que chacun tient ses comptes et à l'approbation des résultats, on doit vérifier concordance exacte des résultats entre le compte du comptable, c'est-à-dire le trésor public, les finances publiques, et le compte de la commune. C'est le compte du comptable qui prédomine sur le compte de la commune, puisque la finance publique, le trésor public, c'est notre contrôle de l'égalité financière. Le contrôle de l'égalité, essentiellement, on en a 3. En règle générale, en dernière ligne, c'est la sous-préfecture et la préfecture. Mais sur un plan financier, c'est la préfecture, sous-préfecture délègue la responsabilité au trésor public, aux finances publiques, donc au trésorier du secteur. Et sur le plan du personnel, c'est le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Bourg-Peronaz,
à qui la préfecture délègue un peu la légalité, le contrôle des actes. Donc, ce contrôle de légalité financière, c'est le trésor public, et quand on vote le compte administratif, on doit obligatoirement avoir les résultats concordants avec le compte du percepteur. C'est pour ça qu'on va voter en premier le compte du percepteur, qui finalise les résultats et qui, après, sur le compte de la commune, dit que les comptes de la commune sont en exacte correspondance sur les résultats du compte de gestion du trésor public. Donc, le trésor public, on appelle compte de gestion, et la comptabilité de la commune, on l'appelle le compte administratif. Donc, sur le compte de gestion du percepteur, donc après avoir fait, il y a un travail préalable d'examen de tous les comptes, fonctionnement, investissement et de la totalité de tous les articles comptables. Voilà. Ce qu'on vote ce soir, ce sont des résultats. Le détail de la comptabilité est à disposition de chaque Braignard auprès du secrétaire de mairie. Toutes les factures, tous les grands livres comptables de toutes les factures sont à la disposition de chaque citoyen. La mairie est ouverte, enfin, il vaut mieux téléphoner avant, et tout est mis à disposition des Braignards pour questions à poser sur le déroulement comptable de l'année. Ce soir, on ne vote pas sur des problèmes d'écriture comptable de facture, les informations sur disposition secrétaire. Ce soir, on vote la correspondance, l'accord entre le percepteur et le compte de la commune, uniquement la correspondance des résultats. Donc, le maire rappelle à la commune que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable, la restitution des comptes du comptable à l'ordonnateur. L'ordonnateur, c'est celui qui signe, c'est le maire. Le comptable, c'est celui qui vise, supervise et contrôle la bonne gestion des signatures des devis et des factures par le maire, et qui fait des observations et qui exerce un contrôle, et qui aussi fait des retours ou nous demande de changer les écritures comptables, d'articles comptables. C'est lui qui a tout le pouvoir. Et on ne peut voter qu'une fois que le percepteur a donné son accord sur tous les résultats comptables. Voilà. Normalement, le résultat de compte de gestion du percepteur, puisque c'est lui qui a le contrôle suprême, la légalité, on doit le voter avant, ce qu'on ne faisait pas avant, on doit voter le compte de gestion avant le compte de la commune, qui fait que dire que oui, on a un accord avec le percepteur. Bon. Après, c'est assuré que le receveur percepteur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice, celui de tous les types de recettes, tous les mandats, c'est-à-dire le paiement des factures, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre que la trésorerie publique lui a également déplacé. Donc, statuant sur les opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2023, sur l'exécution de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la comptabilité générale, passif, actif. Donc, le compte de gestion déclare que le compte de gestion du budget général dressé pour l'exercice 2023 par le receveur n'appelle aucune observation ni réserve de sa part après que lui, il ait contrôlé le compte administratif de la commune, la prévisée administrative de la commune. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération, des observations, des questions sur cette délibération du compte de gestion? Vous avez pu éclaircir le point concernant l'eau et l'assainissement? Oui. C'est dans la deuxième délibération. Alors voilà, est-ce qu'il y a des observations, pas d'observations, des refus sur cette délibération qui a trait au comptable, du trésor comptable? Non, je vous remercie. Donc, elle est adoptée. Alors, sur la réunion de travail qu'on a eue il y a une semaine, j'avais dit qu'on avait, à cause des difficultés des transferts de comptables, des résultats de l'eau et l'assainissement qui sont passés
à la communauté de communes à partir du 1er janvier 2023. Il y a eu une grosse période d'incertitude budgétaire et comptable, c'est-à-dire que financièrement, la communauté de communes n'était pas tout à fait prête comptablement. Ils nous ont, par exemple, demandé de laisser continuer nos prélèvements d'échéance de prêts de l'eau sur l'eau et l'assainissement parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire la liaison avec les banques pour les prélèvements. Donc les banques nous ont prélevé d'office et sur les demandes de remboursement des échéanciers, on va le faire cette année en écriture comptable. Et puis deuxièmement, il y avait les résultats comptables de clôture de l'eau et de l'assainissement sur 2022. Et après contrôle du Trésor public, travail et contrôle du Trésor public, celui-ci nous a donné les sommes exactes qu'il fallait transférer à la communauté de communes. Donc on a voté, on a eu une discussion, des échanges dessus sur le transfert de ces résultats de clôture excédentaires à la communauté de communes. Et au bout des échanges, on a délibéré pour accepter la totalité de ces transferts. Donc, on regarde des sommes décidées, calculées, contrôlées par la direction des finances publiques, c'est-à-dire que ces sommes-là, ce n'est pas nous qui les avons arrêtées. On regarde les résultats de clôture, c'est la trésorerie, le Trésor public qui nous a dit, voilà, nous, le Trésor public, la direction financière, on a calculé, vous pouvez rendre telle et telle somme sur le assainissement pour la communauté de communes, pour la trésorerie de l'eau, il a rénové la régie des eaux d'assainissement de la CCDS. Donc, je reprends la délibération du compte administratif qui a repris tous les résultats du compte de gestion du percepteur et toutes les anomalies comptables ont été traitées et tout a été traité en fonction parce que les sommes correspondent exactes au résultat de la trésorerie et en accord avec eux et de toute façon, voilà, on ne pourrait pas voter un compte administratif sans feu vert des finances publiques qui valident nos résultats en accord avec eux. Donc, la délibération générale, elle reprend les titres, c'est-à-dire les recettes, et les factures, les mandats. En trésorerie publique, on les appelle les mandats. Les titres émis, donc, sur 2023, en fonctionnement, on a émis un type de recettes, y compris les dotations de l'État, des dotations de fonctionnement, les impôts locaux. On a perçu en recettes, ça c'est du réel, 1 081 959 91. Et on a émis en dépenses 824 631 15, ce qui nous fait un résultat positif sur l'année 2023 de 257 000 328,76 €. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Les dépenses d'investissement. L'investissement, c'est toute création, tout investissement nouveau. Que ce soit voirie, bâtiments, travaux, gros travaux, etc. Les titres d'investissement, c'était de retour de TVA ou des subventions. 259 832,46, mandat émis 110 292 62. Ce qui fait un solde positif de 149 539,84. Alors, pourquoi un tel résultat positif, puisqu'on avait prévu 259 000 € de dépenses et qu'on a en investissement, mandat émis, on a émis que 110 000 €. Ben, ça vient de toutes les dépenses qui ont été programmées sur le budget et qui n'ont pas pu être réalisées de l'année 2023, qu'on doit reporter sur l'année 2024. Et les dépenses qu'on a programmées au budget, en totalité en TTC, et dont on n'avait pas les retours de subvention ou les accords de subvention. Aujourd'hui, ces dépenses qui étaient prévues sur le budget 2023, on va les reporter sur le budget 2024, et avec des retours de subvention.
dont on commence à recevoir, et donc je pourrais vous donner les montants au budget primitif. La plus grosse dépense de l'année, c'est le toit de la salle polyvalente. Voilà. Après, on a des petites réflexions, comme le porche de la chapelle. Et puis, en imprévu, on a la pompe à chaleur de la mairie qui nous a lâché, qu'on a fait réparer, qui marche maintenant. Il y a eu 2 compresseurs qu'on a lâchés avec 6 ans, mais malheureusement plus aucune garantie. Voilà, ça nous a coûté autour de 9 000 € là, cette année. On a remplacé la pompe à chaleur, la pompe à chaleur de l'école maternelle. Les travaux ont été faits pendant les vacances de février. Voilà, là c'est un budget assez conséquent, donc on va régler la facture le plus rapidement possible après le vote du budget pour pouvoir toucher la subvention dont je pourrais donner le montant au moment du vote du budget primitif. Voilà. Pourquoi on avait tant programmé en dépenses sur le budget d'investissement, pourquoi on en a dépensé moins que la moitié? Parce que c'est toutes des dépenses, des grosses dépenses qu'on va devoir reporter cette année, qui avaient été prévues, qui n'ont pas été réalisées et qu'on va programmer cette année. Donc, au budget primitif, lors du vote du budget primitif au mois d'avril, on pourra voir précisément les dépenses qu'on va faire sur 2024, celles qui ont été reportées de 2023, et les nouveaux chiffres, les nouveaux projets propres à 2024, suivant les subventions dont on aura les montants. Voilà. Alors, sur les résultats, donc je rappelle les résultats de l'exercice 2023, ça nous donne un solde positif en investissement de 149 539,84 et positif en fonctionnement de 257 328,76. Les reports de l'année dernière, puisque à chaque année on a les résultats de l'année et les reports de résultats de clôture. Les résultats de clôture d'une année sur l'autre, on les reporte sur le budget suivant, ça nous permet d'équilibrer et d'avoir des crédits pour investir. Les reports de l'année dernière, en investissement, on avait un déficit de 161 887,51. Ce qui, retranché des 149 000 l'excédent de cette année, nous donne 12 347,67 de déficit d'investissement qu'on va combler avec notre reliquat de fonctionnement. Donc, le report 2022 qu'on a rapporté au budget, sur le budget 2023, en fonctionnement, il était de 487 272,70. Alors, le résultat final en fonctionnement, 740 601,46. Donc sur ces 744 000 qui nous restent en caisse, on va déduire une provision qu'on va mettre au budget primitif lors du budget primitif le mois prochain. On va créditer en recette 12 347,67 qui va couvrir le déficit d'investissement de cette année. Déficit d'investissement 12 000 €. Sur les 744 000, on prendra 12 000 €, ce qui fait que nous restera un résultat global à reporter sur le budget 2024 en possibilité de fonctionnement et investissement, un reliquat de clôture de 732 253,79. Et cette capacité qu'on aura à investir pour 2024, elle va s'ajouter à la capacité nette de dégagement de crédit du budget 2024. C'est-à-dire quand on va présenter dans un mois le budget 2024, on aura nos dépenses prévisionnelles, nos recettes prévisionnelles. Normalement, on devrait pouvoir dégager un excédent de 40 à 50 000 € sur ces dépenses, recettes prévisionnelles du budget. Ces 40 à 50 000 € viendront s'additionner à notre reliquat de clôture
qui est de 732 000. On aura une capacité budgétaire, donc sur les deux sections fonctionnement-investissement, de autour de 750 à 760 000 euros. Ce qui nous permet d'être très très confortable pour l'année prochaine, au vu de l'addition des projets d'investissement lourds qu'on avait en 2023 qu'on n'a pas pu réaliser à temps, parce que aussi des fois les artisans ne sont pas prêts, nous demandent des délais, et ça ne peut pas être exécuté dans les temps, dans l'exercice budgétaire. Mais les provisions qu'on a en excédent de clôture nous permettront largement de subventionner et de créditer nos projets de dépenses pour 2023 et 2024. Ceci étant, c'est pour le budget communal. Après, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est justement les intégrations budgétaires ou assainissement demandées par le Trésor public à reverser à la CCBS. Normalement, ces écritures-là, elles auraient dû être faites fin de l'année 2023. La CCBS devait tout émettre, tout demander fin 2023. Ils ont été en retard, donc on est obligé de les reporter sur 2024. Ils n'ont pas pu, ça n'a pas pu être réalisé à temps. Entre la communauté de communes, service comptable et les services comptables de la direction des finances publiques à Oyonnax, il y a eu des ratés. Et ils se sont retrouvés, on a changé d'exercice et ils nous ont dit ça nous a échappé, vous pouvez les reporter sur 2024. Très bien. Donc je vous dis les sommes qui sont à reporter sur 2024, qu'on aura à reporter, qui figureront au budget primitif et qu'on aura à reverser à CCBS, communauté de communes, en investissement en eau pour le créditer le budget de la régie eau et assainissement de la communauté de communes. Je rappelle, ce sont les résultats de clôture qu'on avait nous, la commune, et qu'on redonne à la communauté de communes pour qu'ils puissent faire leurs investissements sur toutes les communes, les 43 communes du périmètre de la CCBS. Parce que en eau, on avait un bon budget, un budget excédentaire et puis un bon rendement. Mais en assainissement, on arrive à saturation des lagunages, avec les réseaux, il va y avoir très gros investissements à faire. Et la communauté de communes a besoin de tout cet argent pour pouvoir faire les investissements sur chaque commune qui sont assez énormes. Ces reversements à la communauté de communes qui vont s'ajouter au budget primitif, mais je ne vous donne pas le total parce que ça complexifie un peu les choses, mais je vous donne les sommes exactes. En investissement, il y aura 138 449 euros. Et en fonctionnement, 171 919 euros, qui seront un total de 310 369 euros, sous réserve que la trésorerie cette année, mais ça, il y aura information du Conseil et du vote du budget, ne disent pas il y a des écritures à passer, une nouvelle entre les passifs et les actifs, on n'a pas calculé tout. Bon, il peut y avoir des régularisations à faire. Aujourd'hui, à intégrer à notre budget primitif et intégrer dans le compte administratif, ce sont les deux sommes à reverser. Donc ces sommes-là tiendront compte des reports qu'on aura à mettre dans la totalité sur le budget primitif, à reporter en fonctionnement 126 102,08, 916 520 85. Ce sont des sommes qu'on représentera lors du budget primitif qui sont à voter. Voilà en gros les explications que je pouvais donner sur les résultats de cette année, le travail qui a été fait par le secrétaire de mairie, moi, la trésorerie, parce que c'est compliqué, avant on avait une trésorerie à Velay, maintenant c'est tout à Oyonnax. On a un référent à Velay, mais c'est tout qui change par email. Avant on allait à Velay, on allait dire voilà nos comptes, qu'est-ce qu'il va pas, où il y a des anomalies, qu'est-ce qu'on doit reprendre. Aujourd'hui c'est tout par email, c'est lourd, c'est compliqué, mais on a un référent qui les a les bureaux, le service, la comptabilité, le référent qui nous assure que tout est validé et que tout a été vérifié et contrôlé sur les résultats comptables.
Voilà, les explications que je peux vous donner, si vous avez des questions à poser, des observations à faire. Je vous remercie. C'est quelque chose qui n'est pas compris. Voilà. Excusez-moi. Ouais. Si on regarde le chapitre 204 en section dépenses d'investissement, subvention d'équipement versée 0, ça veut dire qu'on n'a eu aucune subvention en 2023? Non. Aucune demande de fait? Si. Donc elles seront reportées en 2024? Tout à fait. Enfin, les demandes, on les a fait en temps et en heure par délibération l'année dernière. Et je commence à avoir des réponses maintenant. Mais j'aurai les chiffres exacts, je vous donnerai au budget primitif sur les chiffres exacts de subvention. J'ai eu 2 retours, un du conseil départemental et un de la DETR, c'est-à-dire de l'État, sur le toit de la salle polyvalente. Je pense qu'on va pouvoir financer 30 à 40% en subvention du toit de la salle polyvalente. Je vous donnerai les chiffres exacts. J'ai des réponses. Le fonds vert que j'avais demandé pour le toit de la salle polyvalente, ils nous ont répondu que comme on est subventionné déjà par le Conseil général et régional, ils nous donneront rien. Et sur le projet de changement de chauffage, de système de chauffage de la partie sud de la salle polyvalente, vous savez qu'on a un chauffage qui est déjà énergivore, qui est un système électrique sous plafond, bon, de toute façon qui ne fonctionne plus, on voulait un autre mode. Là, ils nous ont dit que le département, comme ils nous finançaient déjà là, le toit, ils n'avaient plus de crédit disponible pour nous, et donc ils ont rejeté la subvention. Donc c'est un projet qu'on reportera les années suivantes. On redemandera une subvention, mais qu'on ne peut pas faire cette année, puisqu'on ne va pas faire. C'est un projet subventionnable, ça serait dommage de passer à côté de 25 à 30% de subvention. Donc j'ai demandé au département, ils nous disent oui, vous pouvez le représenter dans un an ou dans 2 ans, on va le mettre de côté. Sur les subventions qu'on a, voilà, on avait demandé aussi, on va retoucher un peu sur le porche de l'église. Le porche de l'église, il y a 4-5 000 €, j'ai plus les chiffres en tête. Et on va toucher 2-3 000 € sur le porche de l'église. Alors, l'échéancier, eh bien, normalement, si tout va bien, en fin avril, début mai, les charpentiers donc, qui ont été retenus pour la salle polyvalente comme pour le porche de l'église, qui s'appelle Charpente Chanasienne, ils vont commencer les travaux. Donc ça va durer au moins 1 mois et demi. Voilà. Le porche, voilà en actualité ce que je peux vous dire sur les... Mais je vous donnerai les chiffres exacts lors du budget primitif. Oui, excusez-moi, parce que vous parlez de 30 à 40% de subvention pour le toit de la salle des fêtes, mais sur un budget de combien? Le toit, il avait été programmé, rien que le toit, 190 000 hors taxe. On refait une salle des fêtes pour ce prix-là. Attendez voir. Non, j'ai dit, non, 90 000. C'était le plus cher. C'était 150 000 le devis le plus cher. 90 000. 90 000, oui. 90 000. Voilà. Mais je préfère vous donner le chiffre exact. Oui, c'est 90 000. 20, c'était 150 000 le devis le plus haut. En gros, mais je vous donnerai le chiffre exact. Et pourquoi aucun travaux n'a été fait sur 2023? Bien, parce qu'il y a aussi, je parle là de tous les problèmes qu'on a, par exemple, sur les délais normalement, par exemple, juste un exemple, c'est pour tous les travaux, c'est pareil, pour le toit, il y a des artisans qui sont pris 6 mois à l'avance, et puis, la pompe à chaleur de la maternelle, par exemple, elle a été programmée pour l'été 2023. Et elle vient d'être réalisée maintenant. Il y a des problèmes de délai d'artisans, délai de travaux, de trouver des artisans, parce que par exemple sur la pompe à chaleur de la mairie qui nous a lâché, c'était fin octobre, je crois, on a contacté 6 entreprises de climatisation de pompe à chaleur. Et échanger des devis, et ça a duré 4 mois, enfin, juste avant qu'on choisisse, qu'on puisse choisir, qu'on ait un devis
qui nous aillent, qui ne prennent pas les artisans, certains artisans nous répondent pas, on relance 2, 3 fois, 3 mois, mais c'est pas notre marque, on ne veut pas réparer notre marque, il faut trouver la même marque, sinon on vous propose, nous on vous change le coût pour 30 000 euros. Bon. Donc on a trouvé, parmi tous les contacts qu'on a fait, on a trouvé un artisan, nommé c'est Froid, Froid. On a contacté quand même Belay, Yenne, Reims, la Motte-sur-Bolex, Chambéry, Saint-Genis, sur Guiers. Et au total, donc, ce qu'on a jugé meilleur rapport qualité-prix, c'était une réparation. Il y avait une option, les 2 compresseurs de la pompe à chaleur, et option électronique de la carte mère, si jamais la carte mère, une fois les 2 compresseurs, il fallait qu'il répare les 2 compresseurs pour savoir si la carte mère pouvait tenir. Et en fait, voilà, on avait les premiers devis de réparation, c'était 17, 18 000, 16 000. Et là, l'entreprise qu'on a choisie, voilà, on a plus choisi au bout de 6 mois d'échange, elle nous a réparé pour 9 000. Voilà, mais en gros, c'était pour dire que ce soit la pompe à chaleur, que ce soit les toitures, les charpentes, les menuiseries, tout, les chauffages sanitaires, eh bien, les artisans, il faut les contacter, les relancer, et en contacter 4, 5. Bon, il y en a qui vous disent carrément, pour la pompe à chaleur ici, j'ai eu 2 artisans qui m'ont dit oui, on vous répond, on a 6 mois de délai d'attente pour vous réparer. Voilà en gros pourquoi on a des difficultés pour faire ces investissements en temps et en heure. Voilà. Oui. Dans le chapitre 12, dépenses de fonctionnement, sur le document que vous nous avez transmis pour les délibérations, les charges de personnel feraient assimiler. Puisque j'ai cru comprendre on ne pouvait pas rediscuter du grand livre des comptes, j'imagine que dans cette somme est inclus des allocations chômage versées directement à certains personnels que nous pensions partis à la retraite. C'est des allocations de retour à l'emploi, c'est exact, qu'on verse depuis 3 ans, parce que la personne en question, on peut dire le nom en réunion de travail de tous ensemble, mais ici c'est pas vrai. Bon, la personne qui était à l'école a pris sa retraite, elle a demandé sa retraite, et 3 semaines après avoir demandé officiellement sa retraite, est revenue sur sa parole et dit non, ma retraite, j'aurai rien, j'ai pas assez d'annuité, ce sera dérisoire, faites-moi une rupture conventionnelle, qui est possible aujourd'hui dans la fonction publique. Seulement, la rupture conventionnelle, à sa demande, elle a été faite pour sa convenance, parce que ça lui allait mieux, c'était plus confortable pour elle. On a accepté la rupture conventionnelle. Et après la rupture conventionnelle, Pôle emploi nous a écrit vous avez une rupture conventionnelle d'un fonctionnaire, les allocations retour à l'emploi sont à votre charge pendant 3 ans. Vous avez dit oui avant de savoir si c'est vous qui alliez payer? On a dit oui à la rupture conventionnelle sans savoir que la personne allait voir la Pôle emploi et que Pôle emploi allait nous demander de payer pour elle des allocations à retour à l'emploi. Exact. Elle le savait, je pense. Nous, on savait aussi. C'était une surprise. On est dans la dernière année. Nous, on savait, il fallait nous en parler. Ah, mais parce que c'est déjà le cas dans la fonction publique. D'ailleurs, c'est étonnant que vous sachiez pas. La loi Macron, elle n'est pas si non, ça, ben non. Mais ils font plus parce que c'est eux qui payent le chômage, justement. Voilà. Sauf adhésion volontaire, mais la fonction publique, on peut payer que pour les contractuels et pas pour les fonctionnaires. Donc à partir du moment où on a accepté la demande de cette personne, eh bien non, à ce moment-là, quand on a signé, on n'avait pas connaissance que Pôle emploi nous réclamerait les allocations de retour à l'emploi, c'était en 2021. Ça. Mais voilà. pourquoi donc, on paye encore cette dernière année. Pourquoi on n'en a jamais parlé en 2021? Parce que ça s'est passé comme ça. La personne en question avait signé ses arrêtés de retraite.
Et elle est venue en catastrophe disant non, il faut je vous le demande, bien vouloir accepter, mais une rupture conventionnelle. Et on n'y a pas vu d'inconvénient, et manque d'information. Pôle emploi nous a demandé de verser ces allocations de retour. Donc vous étiez tous, dans la majorité, informés? Oui, je pense qu'on ne t'en souviens plus, mais il y a 3 ans, on l'a dit, ça fait la 3e année il y a 3 ans obligatoires, donc on en a parlé tout au début, c'était en 2021. Et cette décision, elle a coûté... On a fait l'information à tout le monde. Cette décision, elle a coûté combien aux contribuables en 3 ans? Là, c'est à peu près 700 euros, toute charge compris, 700 euros par mois. Par mois, en 3 ans? Ouais. En 3 ans? Ouais. Et jusqu'à quand? Août 2024. Ça ne correspondrait pas à un salaire d'adjoint, par hasard? C'est des En valeur. allocations qui sont Oui, mais je veux dire dégressives, en valeur. Au salaire de qui? Votre adjoint supplémentaire que vous n'avez pas mis. Vous dites que vous avez économisé de l'argent, mais du coup elle part sur l'allocation chômage. Voilà, sauf que l'adjoint c'est sur 6 ans, l'allocation chômage c'est sur 3 ans. Ouais, bah c'est déjà la moitié de manger. C'est dommage de prendre des décisions, de ne pas en profiter pendant 6 ans. La décision a été prise avec tout le conseil municipal. Pas tout. Pas tout. Non, ah bah non. Il y a Non, des ça- oublis, il y en a même dans l'équipe. C'est un gros oubli, hein. On oublie ça. Voilà. Ça fait 7000 par, C'est comme 7000 ça, par an. et on était mis dans... Ah non, c'est vous. Vous ne pouvez pas lui proposer de le retour à l'emploi chez nous, Oui, en plus, vous me prenez parce l'intérimaire. qu'elle était de l'école. Mais elle ne voulait pas, puisqu'elle voulait partir en retraite. Et après, Ce qu'elle voulait, c'est les... Du coup, on prend des intérims. et après, vous prenez Du coup, l'intérimaire qui coûte très cher aussi à la commune. Voilà, bah ça joue en partie sur les économies qu'on a fait sur le 4e adjoint, puisqu'on a économisé plus de 50 000 euros sur le 4e adjoint. Il y a un peu lourd. Dégraisser ça. Voilà. Commence à fondre. Après, la prochaine équipe votera un 4e adjoint, elle pourra... Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voudrez, monsieur le maire. Moi, après, non. Après, C'est votre choix. Bon, très bien, bonne observation. C'est une vérité. Faut voir ça. 3 ans après, quand même. Hein. Ouais. Bah, pour vous, peut-être. Mais bon, Oui, on fait quand même partie du conseil. Oui, non, mais au budget, on l'avait dit. Non. On voulait pas relever, c'était Non. Ils sont, Non. Ils sont enregistrés. Ah oui, ils sont enregistrés. Ils sont enregistrés, les conseils. Non, après, il faut être... Ils sont enregistrés. Bon, on va dire que c'est oral, vous n'en souvenez plus. C'est pas bien, vous avez regardé les livres des comptes. Eh ben oui, mais on les a regardés, ils sont quand même très illisibles, hein, ces livres de comptes. Pas sur ce chapitre. Mais qu'on les regarde ou pas, ça change pas le problème. Non, ça change pas le Mais fait. oui, Non, mais au ça fait budget, 3 Ça ans. change pas le problème. La transparence. Ça ne change pas le problème. Bref. Enfin, pour moi, Merci. pour moi, vous le saviez. Non. Là, vous mettez... Non. D'accord. Ils sont enregistrés. Oui. C'est pas dans les sa comptes rendus. version. Ok, toute observation. C'est pas dans les comptes rendus de conseil. Ok, donc on passe au... Il n'y a pas d'autres observations, je la passe salle au en vote. Y a-t-il des Oui, il faudrait sortir. abstentions? Il faut sortir pour le vote, monsieur le maire. Les abstentions et les votes contre. Oui. Hop, C'est gens absents aujourd'hui. Oui. Francis Frati a donné pouvoir à Stéphanie Scompin. Révo Grégory a donné pouvoir à Régine Nouvelle. Céline Guicher a donné pouvoir à Roger de Garbeau. Voilà. Et Moi, j'ai rien à attends, cacher. donc votre pouvoir il s'annule, vous êtes présent. Donc, Oui. Oui. Monsieur, au moins, le pouvoir ça s'annule puisqu'il est présent. Voilà. Voilà, je vous laisse le soin Il y a de 3 voter. pouvoirs. Ouais, peut-être fermer la porte, même si ce sera transmis. Alors, qui vote pour? Qui vote contre? Moi, j'aimerais que soit noté sur la délibération que nous votons contre, vu le encore trop grand nombre d'erreurs dans ce budget comptable,
l'absence d'adjoint référent aux finances et le fait que ce budget soit fait seul, le non-respect de l'engagement à tenir informé des dépenses en vertu des délégations de pouvoir, et nos principes et nos convictions d'élus qui nous obligent à voter un budget qui soit transparent. Or, il n'y a pas de transparence, il n'est réalisé que par une seule personne et nombre de lignes sont encore erronées. Vous disiez deux noms, Greg Prévost et Nobel. Oui, Ben, le pouvoir, tout à fait. oui, mais vous pouvez voter différemment, ou pas différemment. Encore un petit, Mm. Voilà. Bon. Donc on peut noter le vote. 6 contre. Voilà. Mais s'il y a donc des commentaires, des observations qui ont été faites lors du vote, là c'est à moi de répondre, donc je peux répondre aux observations qui ont été faites lors du vote. Bien sûr. Alors, dites-moi si les observations que vous avez formulées au moment du vote. Mais attendez, je vais vous les reprendre. Ouais. Si vous me laissez 2 petites secondes, parce que je les ai rangées. On a toujours une dépense concernant une ligne fax sur le commune. Donc, je les range. Elle élève à plus de 3 000 euros. Voilà. Elle est justifiée par quoi, cette ligne fax? Ah oui, puis j'ai oublié de relever. Alors en fait, je suis venue consulter aussi le budget PLU. En fait, on a un avenant de plus de 8 000 euros sur le budget de PLU. Il y a eu des avenants successifs sur... Alors qu'on ne devait pas avoir de qui a dépenses été, supplémentaires. conclu par l'ancienne municipalité. C'est vrai qu'on a changé, on a mis des avenants successifs. Non, alors attendez, je vais les retrouver. Alors, le premier principe, c'était le nombre d'erreurs qu'il y a encore sur ce grand livre des comptes, malgré le fait que vous avez pris des mesures pour les réduire. Ah, voilà. Qui ne suffisent pas, apparemment. Ouais. L'absence d'adjoint référent aux finances après la démission de M. Frati, Ouais. d'accord, et le fait que vous avez fait ces comptes seuls avec M. Morin et le trésorier, qu'il n'y ait pas de travail en amont. Ouais. D'accord. Ok. Puisqu'on n'a pas pu discuter de ce grand livre des comptes. Moi, j'avais d'autres remarques à vous faire. Mais bon, je vous les ferai par mail. Oui, vous Hein le faites par email. Mais je ne le voterai pas puisque ce n'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas... parce Bah, que- vous voulez qu'on revienne sur Il y a- toutes il y les a- dépenses ou pas? Ah non, mais les dépenses, elles ne sont pas traitées en conseil municipal. Hein. Oui. On vote des résultats, là, on vote pas des dépenses. Alors, au niveau des comptes, je rappelle ce que j'ai dit en introduction, toutes les factures, le grand livre que vous avez eu en totalité depuis une semaine, et les factures 90 pages. que vous êtes venu consulter, Oui. sont pas uniquement pour l'opposition, elles sont pour tous les Brégnards. Et à Oui, mais disposition qui s'y de intéresse? Tous les Brégnards. Donc, toute personne intéressée, chaque contribuable de la commune intéressée est libre de venir consulter tous les comptes et toutes les factures et de faire ses remarques. Et le secrétaire, et puis moi aussi s'il faut, on est à disposition pour répondre à toutes les questions. Et c'est une transparence, je veux dire, qu'on s'efforce de faire et qui n'a jamais eu lieu sur la commune. Je ne parle pas des 10 Non, ans mais- précédents ou des 6 ans avant, Non, mais mais 20 c'est ans. une remarque, c'est une transparence qui est exceptionnelle. Donc, pour ma part, Oh bah dites donc, il y a quand même des sacrés mélanges. Hein. Des repas de cantine payés dans autres fournitures, des factures en doublon et des rappels. Oh là là, non, mais oui. Mais ils sont pas très lisibles hein, quand même vos budgets. Hein. D'accord. Mais Voilà. les budgets sont contrôlés, visés par le Il sera quand même nécessaire de justifier les lignes comptables quand on voit que les combustibles, le fuel pour l'école, Monsieur, le c'est tiers- pas le sujet, c'est pas l'ordre du le sujet. tiers c'est un marchand de vin qui est payé. Pas du Discute. tout. Si, il est marqué cave billon. Pas du tout. Non, Pas bah, du attends, tout. c'est pas les Demandez câbles. des factures. Demandez des- des factures.
c'est Ah oui, c'est marqué là sur les papiers. Cave Billon. Demandez les factures. Non, mais monsieur Delahaye se trompe dans du jour. On ne vote pas des factures, on ne vote pas un livre comptable, on ne vote pas des écritures comptables. Ça, vous pouvez venir voir le secrétaire, poser vos questions. On vote les résultats aujourd'hui. C'est l'ordre du jour, c'est voter les résultats en accord avec la trésorerie. Tout le reste, c'est hors ordre du jour. C'est à disposition de tous les braillards. Ici, les comptes. Voilà, je peux rappeler avant nous, ces dernières années avant nous, il n'y avait même pas de convocation affichée du conseil municipal. Voilà, la délibération numéro 2. Allons-y. Je vous remercie. Soyons transparents. Délibération numéro 3. Sur rapidement, délibération numéro 3. Bon, délibération numéro 3, c'est fongibilité des sections entre elles, c'est-à-dire qu'on a une écriture comptable, un dépassement de crédit à la fois, on était obligé de délibérer. Et aujourd'hui, la nouvelle nomenclature comptable nous permet, dans la limite de, je veux dire, 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, on n'est pas obligé de faire délibérer à chaque fois le conseil. Quand il manque des crédits, il y a un déficit sur une section, il y a un déficit sur un article comptable, et bien automatiquement, les crédits seront pris sur l'article comptable excédentaire, sans qu'on soit obligé de passer par le conseil municipal dans une limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. C'est-à-dire on va voter du budget section par section avec des lignes de crédit. Par contre, si dans un chapitre comptable, il y a une dépense, mettons, de 200 € qui dépasse les crédits sur chapitre comptable, mais que sur le chapitre comptable d'après, le 011, le 012, pour dire les crédits y sont, dans la limite de 7%, le conseil n'aura pas besoin de revenir en délibération. Voilà. Monsieur le maire autorise le maire à procéder des mouvements de crédit de chapitre à chapitre comptable, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Voilà. Et le maire devra informer le conseil municipal de ces mouvements de crédit dans le cadre du relevé de décision lors de la séance d'après. Voilà, bon, c'est une autorisation très limitée pour avoir une souplesse dans le budget et la lourdeur administrative du conseil municipal. Et de toute façon, il y aura obligation de faire une information systématiquement la fois d'après. Voilà, est-ce que vous avez des observations sur cette délibération numéro 3 ? Moi, j'ai une observation. Ouais. Je voulais savoir si vous aviez tous compris le principe de fongibilité. Oui, alors, bon. Alors, ce que je viens de dire, c'est alors, que s'il vous c'est plaît, une application de crédit à crédit. oui. Quand il y a un crédit qui est Si je parle du chapitre c'est- bâtiment public, qui est à hauteur de 308 000 €, ce pouvoir de fongibilité de 7,5% donne à monsieur le maire la possibilité de déplacer plus de 23 000 €, sans l'avis du conseil, avec pour seule obligation de nous en tenir informés. Moi, je demande à ce que ce taux de fongibilité il est à mon sens trop élevé, qu'il soit réduit à 4%. C'est un taux maximum, on n'est pas obligé de l'accorder. 4%, ça correspond à environ à 15 000 €, c'est-à-dire à vos 15 000 € de délibération des délégations de dépenses consenties pour signer des demandes de travaux. Voilà. Par rapport à ce chapitre-là. Moi, je demande à ce qu'il soit abaissé. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette demande ? À ce qu'il soit abaissé. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette demande ? Pas moi. Il n'y a pas d'opposition. 2 abstentions. Alors. Oui. Donc, l'amendement de Mme Lachis, donc on accepte l'amendement Ah, mais t'as dit à 4%. Ah, bah oui, Et dans alors. l'abstention, Mme tu es abstenu. Donc, ça abstenu sur la demande. Merci. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Patermo. Non, non, mais. Bon, mais c'est tout à fait normal, puis ça relève d'une certaine logique, puisque comme il a justement dit, j'ai une autorisation de De 15 000 €. Ça correspond à sa fonction. Merci. C'est parfait. Alors, 2 abstentions.
Bon, la numéro 4, c'est pareil, ça permet de ne pas avoir à revenir en délibération du Conseil pour des valeurs impayées inférieures à 100 000 euros. À 100 euros. Quand il y avait des impayés, mais des impayés, on avait surtout sur l'eau et l'assainissement. Aujourd'hui, on n'a plus l'assainissement. Donc, dans cette délibération, ce n'est pas obligatoirement nécessaire, c'est une proposition d'avoir, si on n'a jamais, on verra sur les résultats de l'assainissement si on a encore à payer. Normalement, ça doit être tout pris en charge par la communauté de communes. Si on a des résultats d'impayés inférieurs à 100 000 euros, avec cette délibération, on n'aura pas besoin de venir vers le conseil municipal pour 100 euros. Voilà le principe de cette délibération. Est-ce qu'il y a des observations à faire sur cette délibération? Moi, juste un petit détail. Il y a Madame Lagrange Vangel sur la liste des présents pour la délibération. Je ne la vois pas. C'est pas vous. Ouais. Dans l'entête. Si, ça veut dire que ça se trouve dans ce copier-coller, elle y est surtout. Non, que c'est là. Bon. Peut-être, alors c'est un projet qui avait été fait, qui doit dater du mois de décembre avant 82. D'accord. La liste des conseillers municipaux. Rajouter M. Bertrand. Voilà. Vous rajoutez M. Bertrand par la même occasion. Voilà. Ou pas. Voilà, y a-t-il d'autres observations? Oui, moi j'aurais aimé qu'on intervienne directement pour le paiement inférieur à 100 euros, sous la réserve que ça ne soit pas répétitif et que ce ne soit pas les mêmes personnes qui nous laissent des ardoises. Ce que j'avais dit au conseil municipal de décembre. Attention, que ça ne soit pas chronique, que ça ne soit pas systématiquement les mêmes personnes et pour les mêmes faits. D'accord, c'est noté. Voilà. Y a-t-il des abstentions sur cette délibération, des oppositions? Non, très bien. Je vous remercie. La 5, réforme des vies scolaires, c'est un avis qui devrait être confirmé par le conseil d'école. C'est sur le renouvellement de la semaine de 4 jours, puisque la loi telle qu'elle a été faite, il y avait le temps les temps périscolaires, etc. C'était la loi de l'école à 5 jours. Et le gouvernement, quand il est revenu dessus, il a dit, de toute façon, à chaque école de demander des dérogations pour la semaine à 4 jours. Donc, tous les 3 ans, on revient devant les conseils municipaux, au lieu de réformer la loi pour dire, par défaut, c'est la semaine de 4 jours, et non, renouveler votre demande de dérogation, alors donc on demande un avis, nous on propose un avis favorable, à confirmer par le conseil d'école, comme quoi la semaine à 4 jours est reconduite pour une période de 3 ans à partir de la rentrée scolaire de 2024. C'est un avis favorable. Est-ce que vous avez des observations à faire sur ces rythmes scolaires? Observations ou des oppositions? Très bien. C'est adopté. Je vous remercie. Le contrat d'assurance collective. Je rappelle que pour les fonctionnaires, la commune est tenue d'avoir une assurance spécifique aux fonctionnaires, puisqu'ils n'ont pas la même couverture sociale que les fonctionnaires à partir de 30 heures ou 33 heures par semaine. 28. Donc 28. Donc là, ils n'ont pas la même caisse de retraite que les fonctionnaires qui sont inférieurs à 28 heures par semaine. C'est une caisse de retraite spéciale qu'on appelle la caisse de retraite CNRACL. Et cette caisse de retraite, ça c'était un accord qui est en 84 de la moment de la décentralisation avec les syndicats. C'est-à-dire qu'il y a des risques qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale. Donc il faut une assurance spécifique pour les fonctionnaires au-delà de 28 heures ou les agents communaux qui relèvent de ces horaires-là. Et ça coûte moins cher à la commune, évidemment, on regarde conseil auprès le centre de gestion de la fonction publique territoriale qui régit le personnel territorial, propose pour tout ce qui est du ressort du personnel des contrats groupés. Donc ils ont proposé ce contrat groupé il y a quelques années en arrière. La commune était dans ce contrat groupé.
elle a adhéré et le centre de gestion 01 nous propose de renouveler, si on le souhaite, cette adhésion au contrat groupé statutaire d'assurance des personnels titulaires des collectivités locales, à savoir que cette adhésion nous coûte moins cher que si on adhérait en direct avec une assurance directe. Donc on propose la reconduction du contrat d'assurance collective. Voilà. Le conseil municipal, voilà ce qui est dit, qui permet d'étudier la bonne opportunité de conclure un nouveau contrat d'assurance pour la garantie des risques statutaires, décide pour cela de nommer mandat au centre de gestion de la fonction territoriale de l'Ain. Il procède à des consultations à des tarifs prestataires potentiels, référentiels et avantageux pour la commune. Informer les collectivités des caractéristiques par le nouveau contrat, c'est pas toute demande d'adhésion au dit contrat. Et autorise à signer toutes les pièces nécessaires pour la passation du marché de contrat d'assurance, moins onéreux auprès des courtiers et auprès des assurances réglementaires. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette délibération, observation, questionnement? Est-ce que ça va rester sur le volontariat de l'agent lui-même ou si Oui. c'est une obligation? Non. Non, c'est uniquement la couverture des risques statutaires, par exemple l'accident du travail, du fonctionnaire territorial. On aura, je ne sais pas si c'est au prochain conseil ou celui d'après, dans l'année, à entériner la loi qui nous oblige à partir de 2025, Olivier, si je ne dis pas de bêtises, 1er janvier 2025, qui nous obligera à une participation de l'employeur sur chaque contrat mutuel des employés. Ce sera à ce moment-là qu'on pourra évoquer ce sujet. Aujourd'hui, c'est uniquement la couverture statutaire des fonctionnaires au-delà de 28 heures et l'adhésion au contrat, au renouvellement, un renouvellement contrat groupé auprès du centre de la gestion de fonction publique territoriale qui négocie pour nous des tarifs plus avantageux d'assurance vis-à-vis du personnel. Voilà, en gros, ce que je peux dire. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre ce renouvellement d'adhésion à cette assurance groupée, tarif groupé? Je vous remercie, c'est adopté. Alors, numéro 7. Là, je vais lire, parce que c'est meilleur encore des explications, on a essayé de simplifier pour que tout le monde comprenne. La délibération de la communauté de communes Bugey Sud, en date du 8 septembre 2022, approuvant la conférence intercommunale du logement. L'arrêté de la composition de cette conférence, qui vont siéger par les représentants de la communauté de communes qui vont à cette conférence intercommunale du logement. Alors, vu l'arrêté de composition en date du 20 mars 2023, listant les représentants par collège qui siègent à la conférence intercommunale du logement de la communauté de communes du Bugey Sud, la décision de la conférence intercommunale du logement lors de la réunion plénière du 3 octobre 2023, la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Bugey Sud, 18 octobre 2023, relative au contrat de ville. Dans le cadre de sa commission contrat de ville et habitat, cette attribution, cette dévolution a été prise par la communauté de communes du Bugey Sud, qui dit, voilà, dans le cadre de cette conférence intercommunale du logement, alors cette conférence, elle vise surtout pour l'attribution des logements sociaux. Voilà, c'est surtout ça. La communauté de communes Bugey Sud a réglementairement validé son plan intercommunal d'attribution, PIA, le 3 octobre 2023, et un comité responsable du plan départemental d'action validé pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Le 18 décembre, acté 18 décembre par la délibération de la communauté de communes. En application de ce plan, vous nous souhaitez qu'il participe à adhérer la communauté de communes du Bugey Sud dans son cadre habitat et logement. La communauté de communes, comme elle en a le devoir, est obligée de solliciter l'accord et la signature des 43 communes de Bugey Sud. C'est pour ça qu'il nous demande aujourd'hui à signer leur adhésion à cette attribution de fonction sur l'attribution de logement des personnes défavorisées. Donc, cette autorisation de signature des 43 communes de Bugey Sud à adopter le plan intercommunal d'attribution de logement pour les personnes
en difficulté, en détresse et en cas sociaux adoptés par la communauté de communes de Lugey-Sud. Voilà, en fait, c'est une demande spécifique de la communauté de communes de Lugey-Sud pour valider, entériner cette nouvelle compétence sur le déterminisme social, l'attribution des logements sociaux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Observation. Je n'arrive pas bien à comprendre. Je veux bien que ça soit communal parce que c'est l'intercommunalité, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on nous demande à nous notre avis de délibéré sur l'attribution de logements sociaux, alors que nous, on en refuse sur la commune. On refuse de créer des logements sociaux sur notre commune. Et on va participer à l'affectation d'agents défavorisés sur des communes annexes. Là, j'arrive pas à comprendre. Quel est le refus de l'attribution de logements sociaux? Bah oui, dans le projet du PLU, on n'a pas prévu de logements sociaux C'est sur un la commune. refus, c'était une impossibilité d'avoir de la réserve foncière pour avoir un promoteur, pour avoir un bailleur social qui nous fasse des logements sociaux. On n'a pas de réserve foncière. Ça, il aurait fallu que la commune, il y a 20 ans en arrière, 15 ans en arrière, 10 ans en arrière, dise on a de la réserve foncière, on fait du logement social. Ça, c'est un choix. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus être rétroactif, on est obligé d'accepter. La commune n'a jamais prévu de faire des logements sociaux, elle n'a pas de terrain pour pouvoir accueillir des logements sociaux. Donc, c'est un fait, on est comme ça, on n'y peut rien. On n'a pas de logements sociaux, c'est pas une volonté du PLU de dire contre le logement social, ça c'est faux. Mais voilà, c'est un constat fait aujourd'hui, on n'a pas de logements sociaux que la commune, parce qu'il n'y a pas eu de plan sur le logement social, de volonté des anciennes municipalités là-dessus. Voilà, il y a d'autres observations sur cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre à ce moment-là? Voilà. Un contre. Je vous remercie. La délibération 8. Alors, la délibération 8, oui, c'est bien ça, c'est la dernière. Et vous l'avez aussi, elle a fait l'objet d'un long débat, âpre débat, lors de la réunion de travail de tout l'ensemble du conseil municipal sur C'était pas très clair. lundi dernier, et c'est pour ça que je l'ai amendé par rapport aux propositions de la CNR, puisque tout ce qui est prévu dans cette délibération, ça concerne essentiellement la CNR, plus le terrain communal du Petit-Brince. On pourra revenir dessus, mais celui-là, alors ce projet communal, il va être soumis à deux enquêtes publiques, l'enquête publique du PLU et l'enquête publique d'impact environnemental. Donc il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent dessus. Voilà, en fait c'est comme ça, c'est la CNR qui le mène, qui le gère, qui s'en occupe, qui fait des études, et il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent dessus. Je parle pour le terrain de Petit-Brince. Donc, je vais vous lire un peu, parce qu'il s'agit bien, comme on a discuté la dernière date de la réunion plénière de travail de tout conseil municipal, il s'agit de projection. Il ne s'agit pas en aucune façon de décision. C'est le gouvernement, l'État qui a demandé à chaque commune de France de projeter et de dessiner, de préidentifier des zones qui seraient potentiellement susceptibles d'accueillir de la production d'énergie verte. En ce qui nous concerne, c'est du solaire, surtout du solaire. Et ce travail qu'on a fait avec la CNR, c'est de répertorier les délaissés, essentiellement les délaissés de la CNR le long du canal, en amont et en aval du barrage, qui seraient susceptibles d'être proposés en équipement de panneaux solaires. Mais ce qu'il y a dans cette délibération, c'est une pré-identification de zones potentielles. C'est aucunement un choix, aucunement une décision, ce soit aucunement un engagement de la commune. C'est des prévisions sur le futur possible de production d'énergie verte. Alors, pour qu'elle soit claire pour tout le monde, je vais vous la lire. Monsieur le maire rapporte les dispositions de l'article 15. La loi du 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Cette loi prévoit la définition, la préidentification par la commune
de zones d'accélération par filière. Filière, ça veut dire solaire ou éolien, par exemple, pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable après concertation du public. Surtout dans les cas où il y a des propriétés privées concernées, bien sûr. Là, c'est fondamental pour l'enquête publique. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a aucune propriété privée qui est concernée. Il y a un champ communal. Et tout le reste, ce sont des laissés qui sont concédés et qui sont de la responsabilité de la CNR. Je finis le dernier. Merci. Il précise que les zones d'accélération correspondent aux zones que nous jugeons préférentielles, qui sont jugées préférentielles, donc ce n'est pas un choix, ce n'est pas un engagement. Elles sont jugées comme identifiées, pouvant potentiellement et préférentiellement pour l'installation de production d'énergie renouvelable. En tenant compte des potentiels du territoire et de leur pertinence, ces zones peuvent concerner plusieurs énergies renouvelables pour répondre à différents usages, en remplacer le thermique ou le gaz ou chaleur eau, enfin les productions non vertes, à forte émission de carbone. Voilà. Donc, ensuite, on présente le mode de concertation. Donc, voilà, c'est une projection vers l'avenir, c'est une projection aujourd'hui, de toute façon, qui est faite en collaboration avec la CNR, techniquement, financièrement, on va dire que c'est une projection CNR. Pour l'avenir, pour la production d'énergie verte, même pour la parcelle du Petit Bras, de toute façon, c'est entièrement dépendant des résultats d'études de rentabilité, d'impact environnemental qui sont produits par la CNR et soumis à l'enquête publique où tout le monde pourra déposer son avis. La CNR devra présenter son gouvernement en commission de régulation électrique et énergie renouvelable auprès du gouvernement, et après tenir compte des avis des personnes publiques associées au PLU. Ça me fait penser au PLU, je ne vous ai pas donné, il faut que je vous donne, les dates sont pratiquement arrêtées de l'enquête publique. Monsieur Morin nous en a parlé. Ah, tu l'as annoncé déjà voilà. Début avril. 8, alors prévisionnel, 8 avril au 7 mai. Voilà. Il y aura un affichage, il y aura un arrêté, ça sera public. Donc voilà, le conseil municipal, il s'agit d'approuver les modes d'information et de concertation sur ces parcelles présélectionnées. Donc, le mode de concertation et d'information sur ces parcelles présélectionnées par la CNR, il a été fait, on rappelle ce qui a été fait, donc information des conseillers municipaux, conseil municipal en introduction du conseil municipal du 4 décembre 2023, information et consultation de la population lors de la cérémonie des vœux du maire du 19 janvier 2024 avec exposition des plans de zonage, ces plans de zonage prévisionnels hypothétiques et puis sur l'avenir de projection, c'est une projection, je rappelle, ces plans seront exposés aussi en mairie pendant le temps d'enquête publique du PLU au mois d'avril. Bon, je vous donne les dates, 8 avril, c'est fait. Et un cahier sera à disposition au public pour recueillir ces éventuelles observations. Donc, toutes les parcelles Z, alors je vais énumérer les parcelles 342, B 982, ZB 598, ZC 203, ZC 217, 204, voilà. Toutes les parcelles préidentifiées par la CNR sur son domaine, à l'excepté d'une partie de la ZC 214 qui est communale entre les bâtiments techniques. Il reste une partie communale entre les bâtiments techniques de la commune et le barrage, c'est-à-dire que la CNR projette de façon hypothétique et prévisionnelle d'équiper en équipement panneaux solaires l'amont et l'aval du barrage, l'amont en limite avec volet vérinien, l'aval jusqu'au bâtiment technique. Et devant les bâtiments techniques, il y a une petite parcelle communale. Ils nous ont demandé si on acceptait de l'inclure dans leur domaine de prévision qu'ils puissent aller jusqu'au bout. On a accepté. Et le terrain du Petit Brince. Voilà. Donc voilà l'objet exact de la délibération numéro 8.
Voilà. j'ai Vos observations. J'avais une remarque, je me demandais pourquoi il n'y avait pas de terrain privé dans ces prévisions. Comment ça a été fait, en fait, les recherches Voilà, de zonage? Voilà, parce qu'on n'a pas identifié, puis techniquement, de toute façon, techniquement, de toute façon, moi je suis appuyé sur l'avis technique d'ingénierie de la CNR en général, et puis on n'a pas, et puis c'est un choix aussi, on n'a pas identifié que ce soit à vue sur les périmètres de la commune, zonage de la commune, ou par choix, on s'est dit que la prospective gouvernementale, c'est de nous donner un périmètre approximatif, avec un minimum. Alors on s'est dit qu'avec ce que nous donne la CNR, déjà les 86 000... 69 000 mètres carrés. Voilà, de la CNR, on a jugé inutile de rajouter des terrains privés, parce que on ne va pas impacter des propriétaires privés comme ça. Si un jour, moi, ma démarche, c'est de dire chaque propriétaire privé est maître de ses parcelles, maître de ses propriétés. S'il souhaite soumettre son terrain à ce projet prévisionnel, eh ben, il en fera la demande. Et puis aussi, il peut faire une demande directe d'équipement solaire, hein, c'est sa propriété, c'est son choix. Nous, on a choisi de ne pas vouloir impacter des propriétaires privés comme ça sur une prédéfinition zone. Ah oui, bien sûr, mais... C'est qu'un projet. Après, on laisse libre choix dans le futur aux propriétaires qui veulent équiper même un champ solaire, mais c'est difficile parce que de toute façon, il faut que ce soit en friche. Les zones agricoles sont protégées, les zones agricoles sont refusées, et donc ça crée la difficulté. C'est ce qui pourra se faire en équipement solaire. En général, ce sont des champs en friche. D'accord. Donc classés en zone agricole naturelle. Mais ça veut dire que si, Vas-y. que si le propriétaire privé décide de le faire, qu'il ne soit pas dans votre zonage de départ, c'est pas Aucun grave. problème. Aucun C'est problème. qu'une prévision, c'est que des hypothèses, c'est qu'une projection. Aucun problème. Aucun empêchement. Dans ce zonage du Petit Brin, vous avez une parcelle constructible dessus. Aujourd'hui, le PLU tel qu'il est aujourd'hui, la zone du Petit Brin, ce qu'on projette en équipement photovoltaïque, le PLU d'aujourd'hui, elle est complètement constructible. Cette parcelle a été achetée par la commune au prix du mètre carré constructible de l'école en tant que terrain urbanisable. Nous, notre projet pour l'équipement photovoltaïque, c'était de l'aménager de façon à ce qu'il ne soit pas bétonné. L'urbanisation de ce terrain, Vous ne pouvez pas l'être. c'était pas notre choix. C'était ce terrain, la mise en valeur de ce terrain, l'aménagement de ce terrain pour pas qu'il reste en friche. Ça fait 15 ans, une quinzaine d'années que la commune l'a acheté au prix, les contribuables ont payé au prix du terrain urbanisable. Notre souhait, c'était pas de bétonner, c'était de trouver un autre projet qui puisse le mettre en valeur sans bétonner. C'est pour ça qu'on a proposé à la CNR, si les intéressait, on a trouvé que c'était un juste milieu d'essayer de mettre en valeur ce terrain acheté par les contribuables au prix du mètre carré constructible, urbanisable, sans le mettre entre les mains. Alors, un historique, et Christian peut me demander, si on monte à 30 ans en arrière, il y a, sur ce terrain qui était déjà urbanisable, il y avait un projet de 15 à 20 maisons sur le plus. Voilà. On sauvait l'école, merde. Et Sans dire d'en faire la tant. commune, il y a 15 ans, au bout de 10 ans de négociation, peut-être Christian, tu me dis si je me trompe à peu près, hein, je n'ai plus tout en mémoire, et ça suffit, on voudrait maîtriser cette urbanisation de ce terrain, et on a suffisamment de potentiel. Déjà depuis, il y a eu deux lotissements qui ont été faits au Petit Brin, et on dit, bon, ça suffit. Déjà, sur le potentiel de notre capacité de traiter les eaux, les lagunages, ils arrivent bientôt, ils sont à 90%, ils arrivent à saturation. Donc le choix, ça a été de dire, c'est un projet d'aménagement, on ne souhaite pas que ça soit organisé par un promoteur pour 10, 15 ou 20 maisons. On fait ce choix préférentiel d'essayer d'équiper ce terrain en panneaux solaires. C'est pas irrémédiable, c'est pas irréversible, c'est de 20 à 25 ans. Le contrat de bail avec la CNR, tous les contrats de la CNR constructifs d'équipement disent qu'au bout de 25 ans, ils ont l'obligation de tout démonter et de remettre le terrain en état.
Donc voilà la négociation de la CNR aujourd'hui, mais de toute façon, ça sera suivi à l'enquête publique et à une enquête environnementale. Déjà, la CNR a répondu aux sollicitations d'agriculteurs qui demandaient des passages pour ces bêtes, la subsistance de passages pour ces bêtes, alors que bon, il n'y a pas de bail avec la commune, les bêtes elles sont en pâture libre, c'est pas considéré comme du terrain agricole. La CNR a donné son accord, a fait ses études en fonction des demandes de l'agriculteur. Maintenant, il y aura l'avis des personnes associées, la rentabilité du projet, technique et financière. Il y a un certain. Bon, eh ben, tant pis, on va essayer de trouver un moyen de mettre en valeur. Si ça n'aboutit pas, eh bien, on fera autre chose. Alors, je me suis déjà, le Conseil s'est déjà positionné dans l'arrêt du projet de PLU, c'est-à-dire que si, au cas où le projet de mise en valeur potentielle par panneaux solaires du terrain du Puy Brince, en face de la ferme du Puy Brince, je vous rappelle, le terrain en pente, si il est rejeté par la Commission de régulation de l'énergie, pour des problèmes de rentabilité financière par la CNR, j'ai demandé à ce que le PLU, que ce terrain finisse par être classé pour les 3/4 ou plus des 2 tiers en agricole, et qu'une partie amont reste urbanisable pour qu'au moins la commune, les contribuables de Reims puissent retrouver l'argent qui a été mis sur la table, les 156 000 euros des fois, si je ne dis pas de bêtises, pour du terrain constructible. Donc, il pourra avoir une zone urbanisable pour 3 ou 4 000 mètres carrés sur les 10 000, et le reste restera en agricole. Alors ça, c'est les projections, c'est au cas où le projet des panneaux solaires soit retoqué, soit refusé, et que la CNR ne poursuive pas, n'aille pas jusqu'au bout. Quelle est la valorisation, ce que vous employez, vous, valorisation des locations de ce terrain? C'était ma question. C'est beau. Parce que vous parlez beaucoup de valeur, de valorisation, mais j'aimerais quand même connaître combien vous rapportera par an cette location. Oh ben, la question, de toute façon, 2 000 euros. 2 000 euros par an. Oui, c'est territoire, oui. Oui. C'est écologique, c'est pas un projet économique, c'est pas un projet. Ah, c'est pas une valorisation, c'est ce que les choix sont écologiques, ils sont pas de rentabilité, c'est 2 000 euros par an, aujourd'hui c'est rien du tout. Donc 150. Ça fait 15 ans, c'est rien du tout, c'est zéro. Ah bah oui, c'est pas une valorisation. 3 maisons. Ça sera 2 000 euros par an, c'est déjà beaucoup plus. Et si ça ne se fait pas, ça sera peut-être 150 000 euros pour la commune, au lieu de zéro, de ce qui a été fait, c'est-à-dire aucune action en 15 ans. Ça pourrait être 3 maisons pour l'école. Bah oui. Ah oui. Là, vous valorisez 3 logements sociaux. 3 logements sociaux. Vous n'avez pas de foncier. Les logements sociaux, ce n'est pas des maisons individuelles, c'est pas une maison promoteur. Pourquoi c'est pas des maisons individuelles? Vous pouvez 3 maisons. Non, en logement social, on ne propose pas la construction de maisons individuelles. Si, pour des petites structures de famille. Oui, mais bon. La PRU. Alors, Ouais. aujourd'hui, La Birignan, c'est c'est du logement. hypothétique, c'est au cas où, mais ça pourrait, c'est au cas où le projet de photovoltaïque aboutit. Oui, mais c'est pas une valorisation du terrain à 2 000 euros par an. Pourquoi ta question? Parce que 150 000, Chaque propriétaire devrait mettre de son terrain. oui, mais enfin les 150 000, vous les récupérez au bout de combien de temps? Donc, les 8 000 euros et 8 000 mètres carrés au Petit Bras ont été demandés en amont d'un Ah bah 2 000 euros par an, C'est normal. c'est l'économie. Au bout de 6 ans, on a fait sur un mandat. C'est mieux que Ça fait 20 000 euros sur 10 ans, ça fait rien. ça fait 100 ans. Dans la vie. Vous n'êtes pas dans la projection et la transition écologique. C'est un choix, la transition écologique, c'est une volonté. Non, mais tant mieux d'un village. Tant mieux d'un village. Et c'est mieux que zéro. Bah, tant mieux d'un village. Ok. Vous avez d'autres observations à faire? Oui, moi j'ai vu que vous aviez fait l'effort d'enlever les 8 000 mètres carrés de terrain de terrain de propriétaires sur la zone du Petit Bras. Je vous en remercie d'ailleurs. Mais je voudrais quand même revenir sur un point parce que ça ne changera pas mon positionnement personnel par rapport à cette délibération et notamment aux champs de photovoltaïque au milieu des habitations.
Nous ne sommes pas contre la mise en place d'énergies renouvelables, comme vous l'insinuez, mais nous sommes contre 17 000 m² de panneaux solaires, ou 9 000 maintenant, au milieu d'habitations. Les projets qui sont sortis dernièrement, comme à Cézérieux ou à Parves, étaient des projets sur des zones en retrait ou des zones à revaloriser parce qu'elles étaient abandonnées, la carrière de Barves, la zone des Érus à Cézérieux. Les projets de Virieux sont sur l'aménagement de parkings de la gare, des toits des bâtiments publics, et ça, nous sommes pour, mais pas sur des terrains enherbés. Voilà, je voulais juste restipuler D'accord. et recentrer Voilà. la discussion. Très bien. Mais tout ce que j'espère, c'est que finalement, ce projet se passe, ne se réalise pas. D'abord, ça sera en moudant sur la transition énergétique de la commune. Et puis, ça sera une façon aussi de retrouver quand même l'argent que les contribuables ont investi pour la commune de la commune depuis 15 ans. Sur 75 ans, Voilà. 75 ans. Alors, voilà. à 2 000 € par an. On va passer au vote. Voilà. Donc, contre. 2. Alors, 3 et 2, 5. 1, 2, 3, 4, 6 contre. Merci Régine. Et puis 9 pour. Voilà. J'avais prévu justement juste un petit, quelques questions diverses rapidement. Mais je vois que je n'ai pas la feuille. Je vais vous la dire de tête. Parce que là, je n'ai pas la feuille. Justement, c'était par rapport. On a quand même fait de grosses dépenses par rapport depuis le dernier conseil municipal. Oh. Je vous en ai parlé, il y a la réparation de la pompe à chaleur, 9 000 €. Il y a, je te remercie. De la mairie. Oui, la pompe à chaleur de la mairie. Mais tu m'as mis 9 432 €. Je te remercie. Donc, on a signé un achat d'ordinateur à l'accueil parce qu'il a rendu l'âme. Et puis, là, cette semaine, il y a la suite de la bibliothèque qui a rendu l'âme. Voilà, 1 000 € pour l'ordinateur d'accueil. Et il y aura certainement, ça on n'a pas encore signé, je ne dis pas le dire la prochaine fois, l'emplacement de la bibliothèque. On a commandé des filets bien, ça. sur le City-Stade. Pourquoi? Parce que la partie, on va dire, nord du City-Stade, le côté nord du City-Stade, qui donne sur les bâtiments publics, les bâtiments communaux, il n'y a pas de protection. Et tout cet été, les gens qui jouent au ballon, les ballons atterrissent sur les toits, et il y a un risque pour les panneaux photovoltaïques tout neufs qui sont sur les toits. Donc, l'entreprise Vistaline nous a fait un avis de 5 200 € pour des protections de filets à hauteur de 5 mètres de haut, avec des poteaux de hauteur de 5 mètres de haut, pour éviter que les ballons aillent sur les toits des bâtiments communaux. Ensuite, on a signé un devis de 2 500 € à l'entreprise Burdette pour qu'elle crépisse la face extérieure du muret des locaux techniques, du côté route, pour que ce soit plus esthétique. Quelques formations, mais ça c'est du fonctionnement. On fera savoir. Après, sur l'investissement, en gros, c'était les principales dépenses. Ouais, de signer, j'ai signé. La chaleur de l'école. Alors, voilà, c'était prévu au budget 2023. On avait signé, et celle-là, on l'a délibéré. C'est surtout pour les dépenses. Donc on n'a pas délibéré, et puis voilà, les grosses dépenses d'investissement. Voilà, je pense qu'on n'a rien oublié. On a changé des volets roulants à l'école. On en a vu. On a commandé pour 1 000 €. Des moteurs de volets roulants. On a fait des grosses réparations sur l'Iveco. Ils sont tous changés, du coup, les volets roulants de l'école, défectueux, tous? Ils sont tous changés. Le moteur. Ah ben le moteur, oui. Donc ils fonctionnent tous. Très bien. Mais c'est bon, ça marche tous les volets? Bah oui, ils viennent de J'ai faire, juste oui. une petite question. J'ai entendu dire qu'il y a eu des cambriolages sur Brasse ce week-end.
Eh bien, je l'ai appris comme vous par email. Aujourd'hui, j'ai appris. J'étais pas au courant. Est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à avoir par rapport à la police municipale, du coup qu'on paye pour qu'elle nous serve à quelque chose, au lieu de verbaliser une petite présence, parce que c'est à 18h en plus apparemment. J'ai pas toutes les infos, mais ça sera en fin d'après-midi. Oui, alors attendez. Tibrins. Dans ton Côté de chez moi, chez mon Pardon. voisin. Et on a des démarcheurs de sécurité. qui passent tous les Voilà, jours. les cambriolages, c'est soumis à enquête, donc ça c'est du ressort de la gendarmerie. Pour ce qui concerne l'intervention de la police municipale de Belay qui intervient sur Reims, une petite précision. En aucun cas, jamais dans la délibération, on a demandé de faire que de la verbalisation. C'était ni le projet, ni le but, ni ce qu'on a demandé à la police municipale de Belay. Qu'est-ce qu'ils font Je fais d'autre une petite précision. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils font d'autre à ce moment-là? C'était pas Alors, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Principal de verbaliser toute leur mission qui est dévolue aux gendarmes dans l'ensemble, mais dire que l'objectif principal c'est de verbaliser, c'est faux. Alors, dites-moi ce qu'ils font d'autre sur la commune. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre comme mission? Parce que c'est présenté la délibération du 4 octobre 2022. Pas de réponse. La commune de Reims, les policiers municipaux de Belay privilégieront les contrôles de vitesse dans le secteur ancienne gare sortie sud de Reims et Furent, l'échelle, la route de la commanderie, les contrôles de tonnage, les rodéos motos. Voilà. Le temps d'organisation de gestion municipale, elles sont régies par la commune de Belay. Convention de coordination entre les trains établis entre les 5 communes, parce que je vous rappelle qu'on a donné le moins de temps possible à la police municipale, et leur présence suffit déjà pour dissuader. C'était le but, dissuasion et prévention. Et que depuis un mois où ils sont intervenus, ils n'ont fait que de la prévention. Je peux vous dire qu'ils ont arrêté 18 véhicules et qu'ils n'ont fait que de la prévention. De la prévention Ça n'a routière. jamais été le but de verbaliser Oui, mais routière. en premier. Voilà, prévention routière. Et ils sont habilités à faire toutes les tâches de Oui, oui, gendarme. ils ont fait que routière. Voilà. Considérant l'adhésion des communes de Magneux, Virignat, Bois et Massigneux, considérant que la non-adhésion isolerait la commune de Reims face aux incivilités, d'autant plus que les communes sollicitent un temps de présence beaucoup plus important de cette police sur leur territoire. Voilà les termes exacts de la délibération qu'on avait prise le 4 octobre 2022. En aucun cas, il avait été dit qu'on souhaitait prendre cette délibération pour verbaliser en premier. La prévention routière, donc- c'est quoi? Vraiment, ce qui est mieux de marquer La dans la prévention presse. routière, c'est quoi? Ils vont bien verbaliser. À terme, oui. La prévention Le routière. conseil municipal est clos. Ah, moi j'avais quelque chose à dire. Bon, le conseil municipal est clos. Je vous remercie de votre présence. Ah, donc je peux pas parler. En dehors du Dommage. conseil municipal.